Pascal Perrineau, politologue, professeur émérite à Sciences Po. Il a dirigé notamment le Centre de recherche politique. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. On peut dire que là, vous ne manquez pas de sujet d'actualité. C'est quand même incroyable ce choc, évidemment. À la fois, on va en parler des résultats des élections européennes et puis l'annonce surprise de cette dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Emmanuel Macron. On va revoir des images de cette annonce. Vous qui vous passionnez, vous le racontez dans un livre formidable qui s'appelle Le goût de la politique, vous qui vous passionnez pour la vie politique, ça c'est des moments incroyables. C'est des moments extraordinaires, on n'est jamais déçu. Cette passion, je l'ai en effet depuis ma plus tendre enfance. Et cette passion, je l'ai au jour d'aujourd'hui. Écoutez, la journée d'hier, c'était littéralement passionnant. C'était une dramaturgie absolument incroyable, à la fois dans les résultats qui changeaient beaucoup les équilibres politiques en France, et puis ensuite de cela, à la suite de cela, cette surprise insensée. On voit le président de la République. Personne ne s'attend à entendre ça. Jamais un président n'était intervenu un soir d'élection européenne. Il intervient et en plus de ça, il met les pieds dans le plat en disant bah voilà, vous allez revoter dans quelques semaines. Je vais redonner la parole au peuple, et sachant que ce peuple, dans un mois, eh bien, il investira peut-être une majorité radicalement différente de celle que l'on connaît. Alors, je vais vous poser des questions précises, Pascal Perrineau. Est-ce qu'il a eu raison ou pas? Est-ce qu'il avait le choix? Moi, écoutez, oui, il avait le choix. Il avait le choix. Il pouvait, dans l'immédiat, ne rien faire. Ce n'est pas la première fois qu'une majorité connaît la défaite aux élections européennes. Ça avait été le cas pour l'UMP en 1999, ça avait été le cas pour le Parti socialiste en 2014. Et il n'y avait pas eu de dissolution, parce qu'une élection européenne, ce n'est pas une élection présidentielle, ça n'est pas une élection législative, c'est autre chose, c'est une élection à la proportionnelle, dans le cadre de l'ensemble de la France. Mais là, il s'était beaucoup investi, il en avait nationalisé le scrutin, parce que lui-même, Gabriel Attal aussi, s'était investi. Il a tenté, en effet, de faire remonter la liste dirigée par Mme Valérie Hayet. Il n'y est pas parvenu. Elle reste cependant en deuxième position, mais elle fait moitié moins que ce qu'a fait M. Bardella. C'était attendu dans les sondages. Personne n'avait vu venir qu'Emmanuel Macron allait devoir dissoudre l'Assemblée nationale pour autant. En politique, on vit de rêves. On se dit, mais surtout quand on a une haute idée de soi-même, on se dit, mais moi, je vais être possible, je vais être capable d'inverser le cours des choses. C'est-à-dire, vous pensez qu'Emmanuel Macron, d'une manière un peu gaulliste, se dit là, je fais un pari et je peux gagner? Oui. Vraiment. Sinon, il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas, il n'est pas complètement masochiste tout de même. Donc il espère, mais l'espoir est très ténu à mon avis. Il espère qu'il pourra inverser l'ordre des choses, mais inverser l'ordre des choses en 3 semaines, parce que c'est de ça dont il s'agit. Dans une campagne qui sera forcément une campagne extrêmement courte, extrêmement brouillonne, où les arguments ne vont pas. Il appelle un débat serein, mais il n'y aura pas de débat serein. Il n'y aura peut-être même pas de débat du tout. Ça va être d'une grande confusion. Avec une dynamique très forte pour le Rassemblement national. 32%, ce qui est quand même historique pour M. Bardella. Ça ne cesse de monter. Et d'autre part, si vous ajoutez le Rassemblement national, Reconquête, et puis les petites listes hypernationalistes, on n'arrive pas à 32%, on arrive à 40%. 40%, vous comprenez, c'est des scores qu'avait jadis le Parti socialiste quand la gauche était au pouvoir, ou le RPR quand l'alliance RPR-UDF était au pouvoir. C'est-à-dire, c'est devenu, par son poids électoral, un véritable parti de gouvernement, ce Rassemblement. Oui, mais alors Emmanuel Macron, sur qui peut-il s'appuyer pour avoir demain? Alors pour l'instant, il a une majorité relative, évidemment, c'était pas très confortable du tout, mais pour avoir une vraie majorité, il ne peut pas s'appuyer sur les Républicains, par exemple. Non, il ne peut pas, parce que d'abord, déjà, les Républicains, au travers de leur président, M. Ciotti, ont dit non. Donc voilà, et lui, sa base, pour l'instant, c'est 15%. Il espère l'élargir, bien sûr, il a beaucoup de sortants, mais enfin, ça ne suffira pas à inverser le cours des choses. Et il ne refera pas le coup extraordinaire qu'il avait pu faire en 2016-2017. Il était parti à 8%, il avait fini président de la République. Ça, c'était extraordinaire. Mais le Front républicain, ça ne marchera pas, ça? Dire là, il y a la menace du Rassemblement national, est aux portes du pouvoir. Ça n'existe plus, le Front républicain, le fameux plafond de verre, vous savez, etc. Ça n'existe plus. Il y a encore, bien sûr, une réticence vis-à-vis du Rassemblement national. Mais il n'y a pas ce Front républicain qui faisait que tout le monde de la gauche à la droite allait s'allier au second tour pour faire battre le candidat à l'époque du Front national. Ça n'existe plus. Le Rassemblement national, c'est peu à peu, il est rentré dans le jeu, il s'est peu à peu notabilisé et rajeuni. Parce qu'au fond... On voyait là, Jordan Bardella. Le visage du Front national, c'est autant
Jordan Bardella que Marine Le Pen aujourd'hui. Oui, oui. Et alors, de l'autre côté, on s'est dit, tiens, le Parti socialiste, place de la République, avec Raphaël Glucksmann, qui fait un très fort score, plus que la France Insoumise, qui n'a pas passé la barre des 10%. On se dit, là, il y a une gauche finalement traditionnelle, on va dire républicaine, qui peut-être pourrait apporter son soutien à Emmanuel Macron, mais pas du tout. Non. Cette gauche, le lendemain de l'élection, revient à l'alliance précédente avec la NUPES. Là, c'est absolument incroyable, parce que déjà, la gauche est faible en France, hein, c'est environ un quart des électeurs, c'est-à-dire c'est quand même très peu. Le pays est à droite, ça on le sait. Donc une gauche faible, mais une gauche incroyablement divisée. Dans ces élections européennes, ils n'ont cessé de faire preuve de toutes leurs différences, particulièrement sur l'Europe, mais aussi sur le conflit en Ukraine, sur de multiples dossiers, ils ont cultivé leurs différences. Et là, patatras, tout d'un coup, certains nous disent on va recommencer comme avant avec la NUPES. On va l'appeler Front Populaire. Voilà, on va l'appeler le Front Populaire, mais ça sera toujours Monsieur Mélenchon, le vieux leader de LFI, qui sera aux manettes. Mais là, beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté pour le renouveau avec Monsieur Glucksmann doivent se dire mais c'est une mauvaise plaisanterie. Donc ils vont avoir de mauvaises surprises. Oui, et alors après, il y a les écolos qui font à peine plus que 5%, ce qui est quand même incroyable, alors qu'ils font des gros scores dans d'autres pays en Europe. Les écolos, c'est véritablement la quasi-disparition. Ils ont sauvé la mise parce qu'ils passent la barre des 5%, mais c'est un score lamentable. Faut rappeler tout de même qu'en 2019, la liste emmenée par Yannick Jadot, c'était plus de 13, entre 13 et 14%. Donc là, c'est un véritable effondrement. Et il faudrait que les écologistes, eux-mêmes, fassent un peu leur autocritique. Parce que j'écoutais hier Madame Marie Toussaint, leur tête de liste, qui accusait la terre entière de son mauvais score. Elle y est peut-être aussi avec ses camarades pour quelque chose. L'écologie, en dépit du fait que l'enjeu du réchauffement climatique soit très présent dans l'opinion publique, les écologistes ont été incapables de faire prendre conscience aux Français, et en particulier à leur électorat naturel, qu'il y avait là une force politique capable de défendre leurs intérêts. Oui. C'est un échec absolu. Alors il y a Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, qui aura des élus pour la première fois. Quelques élus, ils passent la barre des 5%. Et aujourd'hui, il y a une rencontre avec le Rassemblement national. Est-ce que là, ils peuvent s'entendre? Oui, là, ils pourront s'entendre, ils vont certainement s'entendre. Bien sûr, c'est le Rassemblement national qui fixera sa loi, mais ils vont trouver un arrangement en laissant certainement, peut-être, certaines circonscriptions à des candidats de Reconquête, ou en organisant au moins un code de bonne conduite entre les deux formations, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de code de bonne conduite, ils échangeaient avant tout des horions. Alors, Pascal Perrineau, dans votre bouquin qui s'appelle « Le goût de la politique », un observateur passionné de la Ve République, c'est chez Odile Jacob, c'est passionnant. Vous racontez votre propre parcours aussi. Vous commencez d'ailleurs dès l'introduction en disant « Il y a des moments clés dans ma vie où je me souviens de choses personnelles et en même temps liées à des événements politiques ». Là, il y a ceux qui se souviendront de cet instant où Macron dissout l'Assemblée nationale. Mais si on doit parler d'avenir, qu'est-ce qui se passe? Une cohabitation avec Emmanuel Macron, un Bardella Premier ministre, avec une majorité relative ou absolue, on ne sait pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'élection présidentielle 2 ans après. Quel est l'avenir qui inquiète, là? Oui, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, le plus improbable, c'est que le président actuel, avec son Premier ministre, réussisse à inverser le rapport de force. Je n'y crois absolument pas. Le rapport de force est trop dégradé. Oui, donc vous dites que c'est le Rassemblement national qui va gagner les législatives. Alors, deuxième scénario, le Rassemblement national a ce que certaines premières enquêtes sur les législatives montrent, a une majorité absolue. C'est-à-dire qu'il dépasse les 289 députés, puisqu'il y a 577 députés. Marée, là, parce alors là, c'est un il en est très oui, mais quand vous devenez un parti dominant, voilà, on va vers vous. Donc là, il a la majorité absolue. Que fera le président? Eh bien, il nommera un Premier ministre du Rassemblement national. Ça fera bizarre à beaucoup de Français, à beaucoup d'institutions qui verront peut-être début juillet, des ministres du Rassemblement national, avant les Jeux Olympiques, inaugurer les Jeux Olympiques, gérer leurs administrations, etc. Bon, ça sera véritablement une véritable révolution. Et puis le troisième scénario, c'est un scénario plus compliqué. C'est un scénario où le Rassemblement national n'a pas la majorité et il se retrouve dans la même difficulté que la majorité d'aujourd'hui. Relative, voilà, par majorité exemple, relative, voilà, sans alliés qui lui permettent véritablement de faire avancer la machine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura une situation chaotique. Parce qu'on aura répondu au chaos
par le chaos politique. Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que l'article 12 qui prévoit la dissolution de la Constitution interdit la dissolution pendant 1 an. Donc pendant 1 an, il n'y aura plus de moyens de répondre à la crise, sauf la dramatisation finale, un président qui démissionne. Oui. Alors ça, vous y croyez? C'est possible, ça? C'est Emmanuel possible, Macron tout à fait. démissionne. Et dans ce cas, élection présidentielle, il ne peut pas se représenter. Voilà. Il ne peut pas se représenter, bien sûr. À ce moment-là, une élection présidentielle. Monsieur Gérard Larcher devient président de la République par intérim, organise des élections. Mais alors, on ne sortira plus d'élections. Vous voyez, on aura eu des élections en juin, les élections fin juin, début juillet, des élections, mais imaginons qu'il démissionne en septembre. On aura des élections en début octobre. Vous voyez, enfin, là, la France va le payer. Parce que c'est une atmosphère tout de même de crise politique qui est très proche à ce moment-là de la crise de régime. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est endettée. Les agences internationales ont baissé la note du gouvernement français. Il y a la guerre à nos frontières. Il y a des réformes qui, pour l'instant, restent en l'état, puisque les actuels projets de loi, par exemple, sur la fin de vie, tout cela ne sera pas voté. On va repartir à zéro. Hein, l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, on repart à zéro. Donc vous vous rendez compte, il ne se passe pour l'instant plus rien en France en termes, j'allais dire, de politique publique. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait accepter, vous connaissez son tempérament, est-ce qu'il pourrait accepter une cohabitation? On se souvient de la cohabitation Mitterrand, Chirac. Voilà, c'est à un moment donné, est-ce que ça c'est possible? Oui, il peut accepter. François Mitterrand avait accepté, Jacques Chirac avait accepté. On verra si lui accepte. Présider le Conseil des ministres avec un gouvernement d'extrême droite. Tout à fait. Hein, alors souvenez-vous du masque de François Mitterrand en 1986 quand il se retrouvait à côté de Jacques Chirac. Il faisait, excusez-moi de l'expression, il faisait un peu la gueule. Eh bien là, vous aurez peut-être un Macron qui fait la gueule, un Jordan Bardella qui sera un peu crispé. Mais voilà, c'est aussi ça la démocratie. Il dit, voilà, je donne la parole au peuple, c'est la démocratie. On ne peut pas appeler l'expression démocratique et ensuite s'insurger du résultat de l'expression démocratique. On a entendu d'ailleurs des gens s'insurger en disant qu'il ne fallait pas donner la parole au peuple, que c'était scandaleux parce que le peuple allait... voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est une réaction qu'on trouve peut-être plus en France qu'ailleurs, qui est très dommageable et que j'appelle, moi, l'élitisme. L'élitisme, c'est la démocratie sans le peuple, disait un grand historien français, Jacques Julliard. Et qu'est-ce que c'est que le populisme? Il disait, c'est le peuple sans la démocratie. J'espère qu'on pourra sortir de ce duo élitisme d'un côté, populisme de l'autre. Mais alors, les raisons du score historique du Rassemblement national, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au fond, on a gouverné sans le peuple? En quelque part, le peuple se rappelle à son existence en votant au Rassemblement national, notamment sur les questions d'immigration, de sécurité, etc. En partie. Et d'ailleurs, Julliard avait écrit en 1997 un livre qui s'appelait « La faute aux élites », où il constatait quelque chose de très lourd. Il disait « on va le payer ». C'est-à-dire peu à peu la dissociation entre les catégories populaires et les élites intellectuelles. Hein, et là, on est vraiment, les élites intellectuelles semblent être à des années-lumière des catégories populaires et les catégories populaires à des années-lumière de ces élites. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça ouvre la porte ou bien à l'élitisme, à la technocratie, à ce qu'on appelle la gouvernance aujourd'hui technocratique, et de l'autre côté, ça ouvre la porte à la démagogie et au populisme. On y est en plein. Mais les élites françaises, oui, ont leur responsabilité dans ce qui arrive, parce que ça fait des années. Moi, je travaille depuis des décennies, je le dis dans le livre, sur ce Rassemblement national et avant le Front national. Le Front national a été, dès le début, l'expression d'un malaise des catégories populaires qui ne se sentent pas représentées par les élites. Et on aurait pu, il y a des décennies, faire en sorte de réarrimer ces catégories populaires et les élites intellectuelles. Mais au contraire, il y a eu une lente dérive des continents et on en paye le prix. Mais c'est aussi parce que l'argument qui est encore employé de dire mais c'est le fascisme aux portes, c'est la bête immonde qui est de retour, j'allais presque dire ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les gens n'y croient pas. Ça rassure bêtement ceux qui tiennent ce discours, mais ça ne marche pas. Est-ce que depuis que Mme Meloni est au pouvoir en Italie, on a le fascisme en italien? De manière évidente, non. En Finlande, il y a une partie de l'extrême droite qui est au gouvernement. Il y a M. Wilders aux Pays-Bas qui apporte son soutien au gouvernement actuel. Est-ce que ces pays dérivent vers le fascisme? De manière évidente,
Non, il faut être attentif à certaines dérives de la démocratie, par exemple, comme ça avait été le cas en Pologne et surtout en Hongrie. Mais pitié, ayons un peu de nuance. On n'est pas dans le fascisme et il ne faut pas nous rejouer le scénario des années 30. Mais au fond, Emmanuel Macron n'a pas fait peut-être ce qu'il aurait pu faire. Au niveau de l'immigration, il y a eu cette loi qui a été détricotée par le Conseil constitutionnel. Et puis, au fond, voilà, il n'a pas apporté la réponse peut-être en matière de fermeté, de justice, voilà, qui aurait peut-être permis, face à tous ces faits divers qui sont multipliés, d'apporter une réponse. Il a hésité. Il a hésité et c'est là les limites du et de droite et de gauche. Il y a des moments où, par exemple, sur le social, il aurait dû prendre des mesures de gauche et sur le régalien, l'autorité publique des mesures de droite et les assumer comme telles, avec des alliances comme telles. Il ne l'a pas fait. Il a voulu semer un savant brouillard. Les Français ne s'y sont pas retrouvés et quelque part l'ont sanctionné et l'ont sanctionné durement. Oui, dans ce bouquin, Pascal Perrineau, passionnant, il y a un chapitre qui s'appelle justement les 6 raisons de la montée à l'époque du Front National. Mais parmi ces raisons, d'ailleurs, il y en a une, je trouve, particulièrement intéressante aussi, mais parmi les autres, c'était celle où vous dites, au fond, il y a les gens se trouvent déstructurés, le tissu social est fracturé, et que, au fond, la nation, au fond, le Rassemblement national aujourd'hui apporte une réponse à l'existence individuelle de gens qui trouvent peut-être une place. Voilà. Qu'on leur a retiré dans un système où l'économie prime, où les gens ne sont plus considérés dans leur culture, leur civilisation. Et là, vous dites, au fond, ça leur apporte ça, ce lien. Voilà. Je crois très profondément à cela. Et je l'ai écrit il y a de longues années. Si vous voulez, la déstructuration économique, sociale, a amené à la fois une très forte individualisation excessive. Beaucoup d'individus se sentent seuls, isolés, laissés sur le bord du chemin. Et qu'est-ce qu'on leur propose ? On ne leur propose plus une intégration, j'allais dire, dans une communauté nationale chaleureuse et solidaire. On leur propose la fragmentation d'une société multiculturelle où chacun serait ramené à son sexe, à son âge, à son origine ethnique. Le wokisme, mais bien sûr, qui a précédé, qui détruit véritablement la manière que nous avons. Le wokisme aux États-Unis, pourquoi pas ? Mais en France, on n'a jamais fait nation comme ça. Et quelque part, cette déception d'une communauté nationale chaleureuse, comme on l'avait connue avec le général de Gaulle, par exemple, dans les années 50 et 60, comme on a pu encore la connaître avec François Mitterrand au début des années 80, cette disparition de cette identité collective forte dans laquelle les Français se retrouvaient fait que le sentiment d'abandon crée du ressentiment et qu'ils ont l'impression que dans le discours, le roman national dont le Rassemblement national est porteur, eh bien, voilà, ils pourront trouver leur modeste place. Mais de l'autre côté, c'est l'échec, on va dire, du mondialisme à la Macron, c'est-à-dire l'européisme, dire au fond, l'homme est un agent économique dénué de culture et qu'en quelque sorte, c'est ça qui prime. C'est très court. Un agent économique ici en France, c'est égal à un agent économique à l'autre bout du monde. Et non, ça c'est une vue de l'esprit, c'est une vue de technocrate. Chaque pays, et particulièrement la France, a sa culture dont elle est fière, ses racines dont elle est fière. Les Français, vous savez, je le dis souvent, ont 2 patries, la France et leur commune, la petite patrie de proximité et la France. Ils ne sont pas contre l'Europe, mais l'Europe apparaît comme quelque chose de relativement lointain. Et c'est de là qu'il faut partir pour reconstruire une société solidaire. Si on ne part pas de cela, eh bien on va laisser la porte ouverte aux démagogies en tout genre. Et regardez, la démagogie de l'ultra-gauche, aujourd'hui, le comportement mais ubuesque à l'Assemblée, où les députés qui représentent la nation n'ont pas conscience que quand on est représentant de la nation, on doit être à la hauteur des aspirations de la nation. On a le droit de dire, comme l'a dit François Ruffin, que Macron est un taré ? Non. C'est ce qu'il a dit ? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On peut dire qu'on est en profond désaccord avec lui. Taré, vous voyez, on est dans le domaine de l'insulte. Mais maintenant, si vous voulez, je le vois, moi, à l'université, à Sciences Po, dans les sociétés, dans les entreprises, dans la rue, on s'insulte pour tout et n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que le ressentiment, qui est une passion triste, le ressentiment devient la passion dominante en France. C'est extrêmement dangereux.
Parce que l'homme ou la femme du ressentiment, véritablement, c'est pas avec ça qu'on peut faire une société. Oui, et le peuple français est éruptif. Ah, le peuple français surprenant. Bien sûr, il est éruptif, il va peut-être nous réserver des surprises, dans un sens ou dans l'autre, dans les mois et peut-être l'année qui vient. Espérons cependant que ça restera toujours dans le cadre, j'allais dire, d'une démocratie représentative qui passe par l'élection. C'est décisif et que ça ne se passera pas dans la rue avec des minorités actives dans un sens ou dans l'autre. Merci Pascal Perrineau. Ça s'appelle Le goût de la politique. Et on voit bien que vous l'avez, vous nous le faites partager. Un observateur passionné de la Ve République. C'est votre livre de souvenirs et c'est passionnant. C'est chez Odile Jacob pour commenter donc cette actualité incroyable de la vie politique française. Merci Pascal Perrineau. Merci à vous.